Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Business Talk qui revient aujourd'hui sur les secteurs miniers qui, malgré l'embellie enregistrée au cours des dernières années, selon en tout cas plusieurs avis, ne fait pas encore assez, ne répond pas aux attentes nationales. Je reçois sur ce plateau Jean-Jacques Mamba. Il est porte-parole du MLC, acteur politique donc. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Êtes-vous d'accord avec l'avis selon lequel le secteur minier ne contribue pas encore suffisamment au budget de l'État? Oui, je partage cet avis à plusieurs égards. D'abord, il y a beaucoup de fraude dans le secteur. Oui. Je pense que les initiatives avec l'ITIE l'a bien fait remarquer. Plusieurs rapports attestent d'une certaine forme de fraude à répétition et à grande échelle dans le secteur. Donc ça, c'est au niveau de la gestion même du secteur, mais aussi au niveau de l'impact du secteur dans l'économie nationale, notamment sur certains agrégats comme l'emploi. J'ai fait un voyage dernièrement à Lubumbashi, je suis allé à Kolwezi, Likasi. Et il me semble bien que le désemploi est toujours en hausse, c'est-à-dire que malgré que c'est l'une des régions les plus grandes et les plus riches de notre pays, vous avez un taux de chômage structurel des jeunes, ça veut dire que vous pouvez prendre des personnes âgées entre 20 et 35 ans qui est plus de 80%. Donc ceci dit, ces richesses ne profitent même pas aux autochtones de la région. Et je pense qu'il y a vraiment, en dehors de la revisitation peut-être du code minier, mais il y a des efforts à fournir pour recadrer cette situation. Est-ce que vous pensez que, comme le disent en tout cas certains analystes économiques, que la RDC, plutôt les richesses de la RDC sont bradées? Oui, je le pense. Et puis, il faut faire très attention parce que les gens, avoir une économie qui dépend exclusivement des richesses non renouvelables, parce que tout ce qui est minerai, c'est des richesses qui s'effritent avec le temps. Donc, plus on exploite, moins on en a. Avoir une économie axée sur une extraction minière sans valeur ajoutée, c'est un danger permanent parce que souvenez-vous, et sachez-le bien, que pour certaines matières comme le cuivre et le cobalt qui sont utilisés dans l'industrie à grande échelle, une échelle planétaire, ces produits transformés, on les retrouve dans les téléphones, dans les portables, dans les câbles électriques, dans certains produits pour la radiographie, les produits isotopes et ainsi de suite. Nous manquons là une opportunité de transformation parce que nous sommes les détenteurs en grande quantité de ces minerais, mais nous n'avons pas réussi à canaliser notre potentiel dans une activité de transformation et de valeur ajoutée, ce qui conduirait naturellement à créer beaucoup d'embauches pour les personnes qui sont qualifiées à le faire, donc notamment nos étudiants qui sont à l'ISTA et tous ceux qui sont dans les filières techniques. Donc ici, nous nous sommes limités à une extraction sauvage et primaire, c'est-à-dire que nous créons un budget qui prend en compte ce que nous vendons, ce que nous extrayons tous les ans. Lorsqu'on parle de l'augmentation du PIB, c'est généralement ça. Il n'y a pas de valeur ajoutée ni dans ce que nous produisons, ni dans les services. Alors, donc, vous êtes d'accord pour la révision du code minier parce que c'est celui-ci qui est censé réglementer tout cela? Je pense qu'il faut reviser beaucoup de choses, pas simplement le code minier, mais toute la philosophie derrière l'investissement. Parce que vous remarquerez qu'un pays comme la Chine, qui est un grand consommateur de minerais, a réussi à convaincre par une main-d'œuvre qualifiée et moins chère la plupart des investisseurs à venir investir en Chine et fabriquer en Chine. Or, nous avons l'avantage d'avoir les matières. Nous pourrions, par des mécanismes de formation, parce que nous le disons souvent, essayer d'importer la technologie et faire fabriquer les produits finis ici. C'est-à-dire convaincre les industries chinoises de venir non seulement former, mais aussi les faits ou les industries ou les filières pour lesquelles elles veulent nos matières premières puissent être installées ici au Congo, de telle sorte que nous en bénéficions et que nous produisions de la valeur ajoutée au lieu d'exporter du brut ou du semi-fini. Alors donc, il faut aussi relancer quand même l'industrie congolaise. Oui, relancer l'industrie congolaise, mais pas à la manière médiatique que je suis en train d'observer ici avec notre ministre de l'Industrie qui nous exhibe beaucoup de talent parce qu'il a la verve oratoire, qui nous explique comment on doit faire Made in Congo. C'est la structure même de l'industrie qui est touchée et cette structure est bloquée par un ensemble de lois. Cette structure de l'industrie est bloquée par un ensemble de lois et pour que les gens comprennent, on peut donner des exemples. Je vous donne un exemple de ce qu'on dit Made in Congo. Je vous donne un exemple, par exemple, de la Silou. Vous avez la Silou, vous avez la Sinat. Je vais vous parler spécifiquement de la Silou. La Silou produit le ciment localement et elle est concurrencée par un ciment importé qui est totalement détaxé. Donc, autour, par exemple, du prix de production à l'unité d'un sac de ciment, vous avez greffé des taxes de la TVA, des taxes de la FPI de 1% et 0,55% des taxes de l'OCC.
Et d'ailleurs, la CILU a sur son IBP, donc l'impôt brut sur les bénéfices, oui. à 35% qu'elle doit payer à l'État. Dans le même contexte, une personne qui importe du ciment, je ne vais pas citer la société qui importe du ciment en grande quantité, est totalement exonérée de toute taxe. Comment voulez-vous protéger l'industrie nationale si déjà la CILU qui produit le ciment sur place n'arrive pas localement, n'arrive pas à être compétitive? Là, je parle encore de la CILU. Prenons la CINAT. Pour votre information, la CINAT a une capacité de production, elle peut produire jusqu'à 600 000 tonnes de ciment. Et d'ailleurs, le four qu'utilise la CINAT est beaucoup plus récent que celui qu'utilise la CILU. Mais elle tourne à moins de 10% de sa capacité annuelle simplement parce que l'État n'investit pas. Là, je n'ai parlé que de la CILU, de la CINAT. Je peux vous donner un autre exemple. Nous avons, avec notre majorité actuelle, à peu près 2 mandatures de 5 ans. Et le plus grand bâtiment, le bâtiment le plus emblématique de notre pays, en ville, je veux dire, c'est ce que nous appelons la Poste. C'est même un arrêt. Oui. Pouvez-vous me dire quels sont les efforts qui ont été fournis, ne serait-ce que pour rétablir les services postaux et au lieu de suivre simplement les opérateurs étrangers, c'est-à-dire les télécoms et tout ça, rétablir notre propre service postal, rétablir les lignes fixes pour permettre aux gens de communiquer. Au fait, nous sommes un État qui désinvestit et qui préfère taxer lourdement ceux qui sont des investisseurs locaux, ceux qui le font localement, et exonérer ceux qui viennent et qui importent. Donc, qu'est-ce que nous allons consommer? Parce que la qualité de la production est très faible. Et dans l'équation, dans l'équation du PIB, vous avez, si vous parlez du PIB par les revenus, donc vous avez la consommation des ménages, vous avez les investissements et vous avez la variation des stocks. Donc, en ce qui concerne la consommation, elle est tributaire à 2 choses. Vous avez d'abord le revenu des ménages, c'est-à-dire les salaires, vous savez comment se comportent les salaires chez nous, et vous avez aussi la qualité de ce qui est produit localement. Et quand on parle des revenus, les revenages, on voit directement ce qui est vendu sur le marché, ce qui explique que les gens préfèrent acheter ce qui est chinois, qui est importé, généralement détaxé, qui coûte vraiment moins cher que ce qui est produit localement, qui est peut-être de faible qualité, qui coûte plus cher. Alors tout ça n'est-il pas vraiment une question de priorité? Mais je pense que si le gouvernement n'a pas réussi en 10 ans à faire la chose, je ne pense pas que les 2 dernières années qui restent pourront donner... nous entrons dans des périodes électorales, ça va être très compliqué. Parce qu'au fait, pourquoi? Je le dis simplement parce que il y a le coût d'investissement qu'il faut toucher, il y a la structure de prix, il y a au niveau de la balance des paiements qu'il faut qu'on crée des politiques, et cela va impliquer plusieurs acteurs, dont notamment la FEC. Ici, je ne vous ai donné que 2 exemples, on peut aller encore plus loin avec des exemples. Prenons l'exemple de LAC, par exemple. On veut consommer congolais. Il y a LAC qui est en faillite. On ne reprend pas les travailleurs de LAC, mais on crée Congo Airways simplement parce qu'on ne veut pas assumer le passif de LAC, alors que les 2 sont des compagnies nationales. Donc, je veux dire que l'État ne peut pas préconiser ou ne peut pas parler de consommons congolais, que ce soit en termes de biens ou de services, en désinvestissant. Parce que pour consommer congolais, il faut soutenir l'industrie ou les services locaux. Mais l'État, depuis 10 ans... C'est qu'a promis le ministre, par ailleurs. Oui, mais ça, ce sont des promesses. Est-ce qu'il s'est concerté? Est-ce que la tâche est si facile que ça? Vous savez, moi, je ne veux pas... j'ai beaucoup de respect pour lui, c'est un ancien collègue, mais bon, aussi, je sais qu'il a une verve oratoire et qu'il aime bien les médias. Je crains que cela soit creux, parce que je vous dis que ce n'est pas si facile que ça. Parce que je vous ai donné l'exemple de la CILU. Mais c'est déjà un début. C'est un problème, c'est un problème qui date depuis de 10 ans. Je crois que même notre président national est allé jusqu'à la CINAT, il est allé jusqu'à la CILU pour avoir la structure de prix. Mais ce problème-là n'a pas été résolu. Donc ce n'est pas par coup de baguette magique qu'il va nous rappeler aujourd'hui qu'on doit consommer congolais. Je pense que le ministre qui était avant lui connaissait cette problématique. Celui qui était avant Musunga, il la connaissait. Ils n'ont peut-être pas fait autant de bruit parce qu'il faut d'abord avoir la maîtrise. Je doute fort qu'il ait la maîtrise de tous ces rouages après 1 mois. Il faut avoir la maîtrise de tous les paramètres pour s'avancer dans une dialectique qui finalement, à la fin, si les résultats ne sont pas là, les gens seront floués. Alors, comme c'est un début, ne peut-on pas lui donner la chance? Non, il a sa chance, mais il doit d'abord commencer par cerner les problèmes. Et il a besoin de beaucoup de temps pour cerner les problèmes. C'est-à-dire qu'il doit se connecter au ministère de l'économie, se connecter au ministère du budget, se connecter au ministère de Finances, se connecter au ministère de la recherche scientifique, parce que pour bien produire et consommer congolais, il faut que nous soyons en mesure d'inventer et de fabriquer. Donc il faut que ce ministère-là soit aussi impliqué. Donc il doit prendre le temps de se connecter aux différents ministères et en faire... et ainsi obtenir la synergie nécessaire pour avoir une politique gouvernementale. Mais moi, j'ai mis des doutes, simplement parce que nous sommes dans une année électorale.
la plupart des moyens de l'État seront concentrés pour les élections locales et tout ce que vous voulez, l'année prochaine des élections présidentielles. Je doute fort qu'on puisse créer cette synergie et en 2 ans réussir à faire des choses qu'on n'a pas pu faire depuis 10 ans. Donc pour vous, c'est les secteurs, plutôt c'est l'industrie congolaise qui va sauver même les mines? Ce que je dis, c'est qu'il faut une politique nouvelle qui va concentrer les moyens de l'État dans la formation, mais aussi qui va contraindre, si pas inciter les investisseurs dans le secteur de mines à prolonger la chaîne de transformation, c'est-à-dire ne plus se limiter à l'extraction, mais faire, comme dit le ministre, des biens et produits made in Congo, c'est-à-dire produire de la valeur ajoutée en fabriquant des choses jusqu'à leur finition. Je donne un exemple. Au lieu d'extraire juste du cuivre, soyons en mesure de produire des câbles électriques. Au lieu de prendre du coltan brut pour les industries qui fabriquent des téléphones, invitons ces industries, demandons-leur, par des mécanismes incitatifs et fiscaux, de créer ou de fabriquer leurs téléphones sur place. Le premier avantage, c'est que nous allons bénéficier de la technologie. Le deuxième, c'est que nous allons créer beaucoup d'emplois parce que nos jeunes pourraient être encadrés et eux, ils pourront bénéficier de défiscalisation ou de détaxation de la plupart des taxes dont ils font l'objet. Donc ici, il s'agit de prendre des décisions qui vont orienter notre pays vers l'accroissement de l'emploi, l'accroissement de la valeur ajoutée. Est-ce que les mines congolaises, pour y revenir justement, ont toujours la même valeur qu'il y a 30 ans? Non, déjà en termes de quantité, pour être très terre à terre, en termes de quantité, nous n'avons pas les mêmes quantités. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mines qui n'ont pas été exploitées, mais aussi il faut ne pas oublier que les mines suivent le cours. Hein, c'est comme on vient d'entendre avec le carburant, à un certain moment, le cours du cuivre baisse, le cours du cobalt baisse. Donc, une économie qui dépend exclusivement du traitement des matières premières va aussi subir dans son économie les différentes fluctuations que connaissent les différentes minerais dont elle est tributaire. C'est pour cela que nous insistons sur le fait que nous devons diversifier notre économie, nous devons renforcer les services. Des services comme ceux de la Poste peuvent rapporter beaucoup d'argent. Parce qu'au fait, on nous dit aujourd'hui que les PTT, c'est le deuxième poste qui pourvoit au gouvernement, mais il pourvoit par la taxation des compagnies étrangères qui ont investi, mais nous n'avons pas notre propre service. Si aujourd'hui on ouvre des lignes fixes, nous sommes à 70 millions d'habitants. Donc, si la poste est rétablie, ça sera aussi un poste qui pourra, enfin, je veux dire, ça sera un poste du budget qui pourra aussi apporter beaucoup au gouvernement. Parce que qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Pour terminer par là, nous avons le PIB, qui est le produit intérieur brut. Mais nous parlons très peu du PNB, qui est le produit national brut. Le produit national brut, c'est celui qui est produit par les nationaux, c'est-à-dire la quantité des biens et services produits par les nationaux. Mais peut-être que chez nous, il est de 10%, peut-être qu'il est de 15%, parce que lorsque nous parlons de PIB, donc, 80% des compagnies qui œuvrent ici ne sont pas congolaises. Nous n'avons pas de compagnie de télécommunications, nous n'avons pas de compagnie d'aviation, nous n'avons pas de compagnie strictement congolaise d'extraction et de transformation de nos minerais. Donc, la plupart des compagnies ou des grosses boîtes qui œuvrent ici sont multinationales. Et nous n'avons pratiquement rien, alors que vous avez des petits pays comme le Togo, par exemple, qui a sa compagnie d'aviation, qui a sa compagnie de téléphonie. Nous n'avons rien de tout ça. Donc, pour consommer congolais, on doit d'abord aussi influencer le PNB, le produit national brut, en encourageant les investisseurs congolais par plusieurs mesures, de telle sorte que notre PNB augmente et qu'il ait une part beaucoup plus importante dans notre PIB. Comme soutenir les startups? Il y a plusieurs mécanismes. Nous avons par exemple le FPI. Vous savez, vous allez être étonné que j'ai lu le prospectus, l'État, parce que je vous ai parlé du ciment, je vous dis qu'il y a 1% sur la production à l'unité qui va à la FPI. Et il y a plusieurs secteurs qui sont frappés par la taxe de la FPI. Mais si je vous disais que pour contracter un emprunt au FPI, il faut gager 150% de la valeur en biens, donc 150% de gage immobilier de la valeur de l'emprunt. Ça veut dire quoi? Vous avez besoin de 100 000 $ pour faire une entreprise, vous êtes congolais. Le FPI vous demande une garantie de 150 000 $ en biens immobiliers. Or, le FPI, c'est l'argent de l'État. Donc, si l'État lui-même impose ce type de garantie, comment va se comporter le secteur bancaire? Donc, pour vous, c'est trop? Mais non, mais c'est inadmissible de les entreprises en Europe. Les startups, vous savez comment ça fonctionne? Eh bien, vous ouvrez une compagnie sans capital, l'État vous accompagne, vous prête de l'argent sans intérêt, on vous adjoint des commissaires qui vont suivre votre comptabilité pendant les 3 ans, on vous aide à bien gérer et après 3 ans, vous commencez à payer les taxes avec l'argent de l'État que vous faites votre entreprise. Vous venez avec une idée, vous n'avez pas de garantie, vous n'avez pas de bien à gager, mais l'État vous prête son argent avec comme condition qu'il va suivre votre gestion pendant 3 ans, par exemple. Donc, il vous adjoint dans votre conseil d'administration, dans votre conseil de gestion, un comptable, un fiscaliste. On suit votre évolution. Après les 3 ans, on vous abandonne et on vous demande de commencer à rembourser. Ça, ce sont des mesures incitatives. Mais maintenant,
au niveau du FPI, non seulement il y a du clientélisme, mais aussi les conditions ne sont pas les conditions qu'un État peut donner à un citoyen qui veut entreprendre dans ce pays, parce que ce ne sont pas tous les Congolais qui ont des maisons ou qui ont des valeurs immobilières à gager. Alors, on parle aussi de l'agriculture qui peut également remplacer peut-être dans 2 ou 3 ans les mines. Oui, l'agriculture peut le faire si le secteur est soutenu, pas par des mesures d'industrialisation comme on a vu avec Boukango-Lonzo, mais par des mesures pérennes, notamment à travers des financements via des banques agricoles, c'est-à-dire qu'en ce moment-là, on identifierait où des paysans qui voudraient avoir des activités viendraient avec des projets, se présenteraient au niveau des banques agricoles, obtiendraient des crédits encadrés et pourraient en ce moment-là se relancer parce que les projets gérés par l'État sont souvent mal gérés et vont étouffer l'activité paysanne. Alors, qu'est-ce dire maintenant des mines dont on ne parle presque plus? On a le diamant. Pourquoi ça disparaît? Mais à force d'utiliser, vous savez déjà, le matériel, par exemple, qui est en Mbujima et à l'Amiba, c'est un matériel vétuste. Mais en dehors de la vétusté de certains équipements avec lesquels nous travaillons, il y a aussi le fait que, ce sont des denrées, enfin, ce sont des matières, ce sont des minerais qui ne sont pas intarissables. Plus vous les utilisez, moins vous les avez. Donc, à un certain moment, c'est vrai que dans 50 ans, on ne serait pas étonné, par exemple, que dans tout le Kasaï, il n'y ait plus de diamants. Ça ne m'étonnerait pas. Donc, il faut faire très attention. Nous avons des ressources renouvelables. On devrait exploiter les eaux, c'est-à-dire exploiter notre énergie électrique. On devrait exploiter le soleil, par exemple, avec la SNEL qui devrait se lancer dans un vaste projet d'électrification solaire pour les contrées qu'elle n'arrive pas à atteindre. On peut exploiter des ressources renouvelables et naturelles pour garantir une certaine pérennité. Mais pour tout ce qui est minerai, il faut qu'il y ait de la stratégie, de telle sorte que nous puissions rebondir facilement lorsqu'il y a le cours qui fait fluctuer, par exemple, ou lorsqu'il y a épuisement dans le cas échéant. Alors, il y avait la Gécamine qui a en tout cas marqué les esprits en tout cas, des gens. Est-ce qu'on peut espérer la relance justement de cette société d'ici là? Écoutez, tout ça, c'est entre les mains des décideurs, du gouvernement. C'est vrai qu'elle a été émiettée, elle a été démantelée, elle a perdu de toute sa valeur, toute sa verve. Notre souhait est que notre patrimoine national, qui est la Gécamine, soit remis à niveau, que les équipements soient réhabilités, que les fonds soient réinjectés. Mais comme je vous dis, la majorité, pendant les 10 dernières années, celle qui est au pouvoir, n'a pas investi. Je veux dire, on est allé dans des contrats chinois pour des infrastructures, mais ce qui est du patrimoine national, donc je parle de la Poste, je parle de l'Amiba, je parle de la Gécamine dont vous parlez, je parle de la compagnie aérienne LAC. Le Congo ou le gouvernement congolais a refusé de payer les arriérés. Et si vous y allez, vous allez trouver des gens qui ont fait 4-5 ans sans être payés. Ça veut dire qu'il y a un manque de volonté ou une stratégie beaucoup plus extravertie qui est basée sur une campagne comme ça, comme on vient de le voir avec Made in Congo, comme on l'a vu avec la bancarisation. Au fait, on est plutôt dans du brouhaha, mais on n'est vraiment pas dans des stratégies pérennes de revigorer l'économie de l'État. Non, on n'est pas dans ça. On est plutôt dans des chiffres, dans une forme de campagne comme ça pour dire voilà, on a fait, regarder, mais il n'y a pas de soubassement. Alors, que faire finalement pour relever, pour terminer justement ce secteur de mines? Écoutez, je ne peux pas ici vous dire que je maîtrise le code minier, mais je peux au moins vous parler des effets en tant que citoyen normal. Donc, pour avoir visité ces contrées, pour savoir ce que produit la radioactivité des mines, comment est-ce que les enfants en Kolwezi, ainsi de suite, naissent avec des malformations, et voir comment, c'est vrai que M. Moïse Katumbi a fait quand même un certain travail, mais pour avoir visité ces contrées, je dois vous dire que la population katangais souffre. Il y a beaucoup qui n'ont pas d'emploi, et je sais que c'est le poumon de notre économie, donc il faudrait qu'on fasse profiter ce secteur à l'ensemble de la population, et cela doit passer par des mesures stratégiques. Et moi, j'ai donné une piste. Il peut y avoir plusieurs autres pistes, mais moi, la piste privilégiée, en dehors du contrôle strict de la taxation et des impôts qui sont liés à l'extraction ou à l'activité minière, on doit faire un suivi, et de la sous-évaluation de certains terrains miniers. En dehors de cela, il faut une vraie politique pour amener tous ces investisseurs ou tous ces acheteurs à venir installer leurs usines, notamment au Katanga, au Congo, et les matières premières pour lesquelles nous faisons, qui sont rachetées les plus prisées sur le marché international, soient transformées ici sur place. On va créer de l'emploi, qu'on nous apporte la technologie, que nous formions nos jeunes et que nous en bénéficions. Merci beaucoup Jean-Jacques Mamba. Je rappelle que vous êtes acteur politique, porte-parole du MLC, un parti d'opposition. Merci également à vous d'avoir suivi ce numéro de Business Talk. Restez fidèles au programme de Télé 50.